Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Anaïs. Anaïs a fait son entrée dans la parentalité à 24 ans lorsqu'elle a accueilli son premier enfant, Louis. Après une première expérience plutôt classique et une fusion totale avec son garçon, elle décide de relancer un projet bébé. Mais cette fois, ce ne fut pas une grossesse comme les autres puisqu'elle attendait des jumelles. Alors comment accueillir cette nouvelle qui change une vie à jamais ? Comment réagir lorsqu'on apprend à 7 mois de grossesse seulement qu'on est en train de faire une prééclampsie ? Et finalement, que se passe-t-il dans notre tête et dans notre corps quand on accueille de manière prématurée et dans l'urgence nos deux petits bébés ? Anaïs reviendra sur cet accouchement traumatisant lors duquel elle a cru mourir. Elle nous parlera sans tabou ni filtre de cette nouvelle parentalité qu'elle imaginait plus douce et plus sereine, mais qui s'est finalement transformée en chaos. Heureusement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, mais cette expérience aura marqué Anaïs à jamais. Cet événement a laissé une empreinte profonde, invisible pour certains, mais pourtant bien réelle. Et si elle a accepté de venir témoigner, c'est justement pour ça. Pour dire tout haut ce que beaucoup de mamans vivent en silence. Pour rappeler que les traumas obstétricaux existent et que non, on ne passe pas juste à autre chose quand on a eu peur pour sa vie et pour celle de ses bébés. Mais aussi pour montrer qu'on peut, petit à petit, trouver des ressources et s'y relever. J'ai vraiment hâte que vous découvriez son récit et je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Anaïs, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Oui, mais d'abord, merci à toi. Donc, je suis Anaïs, j'ai 34 ans, j'habite à côté de Toulouse. Ça Je s'entend. suis chargée de ressources humaines dans une agence immobilière et maman de 3 enfants. Donc, Louis, qui a 10 ans et demi maintenant, que j'ai eu d'une première union en 2015, et Eva et Camilla, qui sont donc des jumelles, qui sont nées le 11 janvier 2024. Voilà, donc il y a 19 mois maintenant. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc maman de trois, quand même petit, en plus avec des jumelles. Comment ça va? T'es pas trop fatiguée? Ça va mieux, Ouais, ça ça va va mieux? mieux, ça a été très dur, Ouais, très sport, très compliqué, tant physiquement que mmh, moralement, faut le dire. bien sûr. Mais ça va mieux. Ça va bien mieux. Je pense que le temps fait aussi les choses et puis ça s'apaise. Et oui, bien sûr. Alors justement, lorsque tu m'as contactée, voilà, tu m'avais, parlé un petit peu de cette deuxième grossesse, cette grossesse gémellaire qui avait été un petit peu compliquée pour toi, tant moralement que physiquement et aussi l'arrivée, après de tes 2 filles. Donc justement, on va revenir évidemment, là-dessus pour pouvoir aider, et informer les autres mamans. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler rapidement, de ta première expérience de maternité, de l'arrivée de ton fils? Comment Oui. comment ça s'est passé? Alors Louis, il est né très simplement. C'est vrai? Une grossesse presque menée à terme, une grossesse, on va dire, des plus normales, je dirais. Ouais. Toutes les échos, tout se passait bien. Il était dans les courbes. Enfin voilà, vraiment la grossesse parfaite. Un accouchement, je dirais plutôt long, parce qu'il s'est quand même écoulé 36 heures entre le moment où je suis arrivée à la maternité et le moment où il est né. Ouais, Ça a été pas long. mal. Mais voilà, un accouchement plutôt simple, rien à signaler. Alors sur le coup, pour moi, ça m'a paru très 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 compliqué, très long. Mmh. Aujourd'hui, je peux dire que
c'était rien du tout. Et oui, finalement, l'histoire a montré que ta deuxième expérience était un peu plus chaotique et du coup, Complètement. voilà, la première te paraît un peu plus douce. Comment ça s'est passé, la rencontre, le lien avec ce premier enfant? Est-ce que tu as aimé découvrir ce rôle de maman? Comment tu te sentais? Alors, j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Ouais, Bah, ça a été plutôt fluide, plutôt sans aucune question. J'avais pas de questions, j'avais pas d'appréhension. Et en fait, je me mmh. suis laissée porter. Il m'a montré le chemin et j'ai suivi, voilà, sans peur, sans crainte. Ça a Ouais, été très fluide. pas de dépression du postpartum, ce genre de Pas choses? du tout. D'accord, Absolument pas, parce que bah, je pense qu'alors que j'étais beaucoup moins informée qu'aujourd'hui sur la maternité. ouais. Donc, ça a contribué au fait que j'étais beaucoup moins inquiète aussi. Et oui, Et puis, bah, c'était le premier, donc je m'étais dit, bon, bah, je me laisse porter, quoi. ouais, Je bon, me bah laisse écoute, tant porter. mieux. Ouais, ouais, complètement. Et ça a été très fluide, en fait, très fluide. Et puis, il a quand même, enfin, voilà, ça a été un bébé très facile, qui a dormi très vite, tout seul. Bon, voilà, Ouais. ça a été simple. Bon, bah écoute, tant mieux. Et alors, comment ça a évolué, bah, ton histoire d'amour avec son papa? À quel moment ça s'est terminé, justement? Raconte-nous rapidement comment ça s'est passé. Ouais. Alors, donc avec Anthony, son papa, on s'est séparés en 2018. Donc, OK, lui avait 3 ans et demi. OK, Voilà, enfin, rien de fou, une histoire d'amour qui prend bon. fin et une autre qui redémarre ensuite. Et ouais, alors justement, c'est toi qui gardais ton fils ou vous aviez la Oui, garde alors on avait une garde alternée? alternée. OK, d'accord. C'est ça. On a eu une garde alternée. Donc moi, j'ai vécu toute seule avec Louis pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, Voilà. Ça a, je pense aussi, créé un lien très fort entre nous, par la force j'imagine. des choses, Mmh. forcément. C'est un lien que j'avais lorsque j'étais toujours avec son papa, mais qui était partagé, je pense. Bien sûr, quand on se retrouve seul avec son enfant, j'imagine que C'est c'est ça, encore, autre chose et que c'est c'est autre chose. démultiplié. Bah ouais, ça c'est Exactement. normal. Et puis bon, ça fait partie de notre histoire et ça a été par moments compliqué, le fait d'être seule, de se retrouver toute seule avec son enfant, ça peut parfois être un peu triste, faut le Mmh. dire. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est, je pense, une belle période qu'on a vécue tous les deux. Ouais, tu en gardes un bon souvenir? Carrément, ouais. Bon, Ouais, bah, écoute, carrément. c'est le principal. Et alors, à quel moment tu as rencontré, bah, le papa, enfin, celui qui allait devenir le papa de tes jumelles? Raconte-nous votre rencontre. Oui, mais alors j'ai rencontré Louis en 2018 aussi, Ouais, très vite. Donc on a vécu séparément pendant 3 ans et demi, ouais. chacun de son côté. Puis un jour, on a décidé qu'il était temps de se réunir tous ensemble. Et puis voilà, on a pris une maison tous ensemble. C'est là qu'a commencé la famille recomposée. Parce que Louis a des enfants de son côté? Oui, il a un petit garçon. Ah oui, d'accord, donc toi, tu avais Voilà. ton petit garçon Louis, lui son petit garçon, donc là, vous viviez, tous les 4 au début? C'est Enfin, ça, ou j'imagine en alternance, mais exactement. ouais. C'est OK. Comment ça. ça se passait? Ça allait? Ça allait, ça Ouais, allait. Bon, après, c'est avec les hauts et les bas de la famille recomposée, mais voilà, ça allait. ouais. Et puis, on s'est mariés en 2017. Ouais. 2017? Non, pardon, 2022. 2000 2022, OK. pardon, 2022. Le 17 décembre 2022. OK. Voilà. Et puis, les filles sont nées presque un an après. Et oui, alors est-ce que c'était un projet qui était prévu? Vous aviez tous les 2 envie de vous relancer dans l'aventure de la parentalité? Comment ça s'est passé entre vous? Alors, bon, moi, après Louis, j'étais sûre et certaine qu'il y aurait que lui et qu'il Ah, d'accord. n'y aurait pas d'autres enfants. OK. Pendant très longtemps, j'ai eu cette idée-là bien ancrée en tête. Mmh. Et en 2018, j'ai aussi été diagnostiquée atteinte d'adénomiose, pardon. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, l'adénomiose, c'est, on va dire, la cousine de l'endométriose. OK. Donc, c'est des lésions qui se situent sur l'utérus Ouais, particulièrement. OK. Voilà.
Donc, bah, suite à ce diagnostic, le spécialiste qui me suit à Toulouse avait été plutôt formel sur le fait que si un jour il devait y avoir un projet de grossesse, ce serait peut-être pas aussi simple que ce qu'on le pense. Parce que Et est-ce que tu avais vraiment, galéré à tomber enceinte pour Louis? comment? Tu avais galéré à tomber enceinte pour Louis? Alors pour Louis, pas forcément, mais on va dire que je prenais pas de contraception et que pendant 2 ans, il s'était rien passé. Ok, d'accord. Donc est-ce que c'est lié ou non, on saura jamais. Eh oui, Bon, d'accord. Mais là, en tout cas, on te dit que pour une potentielle deuxième grossesse, ça peut être un peu long. c'est ça. Et puis le tableau est quand même plutôt noir, quoi. C'est pas un projet facile. Bon, moi je me formalise pas parce que vraiment à cette période-là de ma vie, je suis loin de tout ça, loin de me dire qu'il y aura une seconde grossesse. Voilà, enfin il y a eu Louis, je me suis séparée. Maintenant j'ai envie d'autre chose, quoi. Donc pour moi c'est quelque chose de plutôt clair. Du côté de Louis aussi. Ok. Donc vraiment au début on en parle mais pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de, c'est un non-sujet quoi. Hmm. Il n'y a pas forcément de sujet autour de la grossesse. Bon et puis après les La choses vie? que voilà la vie, l'amour et puis en fait on change d'idée. Ouais. Et toujours avec quand même ben, enfin, l'adénomiose qui est là, qui évolue. Et en fait, donc on se marie le 17 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, j'enlève mon stérilet. Ok. Donc là, go, c'est parti. C'est ça, j'enlève le stérilet. Donc on fait le point avec toujours la même spécialiste et bon, elle m'explique que, ok, il y a un projet de grossesse, mais voilà, que ça va pas être facile, que ça peut ne pas marcher, que ça peut être très long ou que ça peut fonctionner, mais bon, les chances sont quand même très faibles. Et D'accord. puis, elle me laisse 6 mois après ce 31 janvier. Et elle me dit, voilà, si dans 6 mois, il y a pas de grossesse, on se revoit et on fait le point. Et en fait, D'accord. le 5 juin, je fais un test et il est positif. Ouais, donc finalement, tu es tombée enceinte quelques mois après, à peine, pardon, après l'arrêt du stérilet. Exactement. C'est ça, Naturellement, naturellement. waouh, incroyable. Donc là, tu sentais que tu avais des symptômes et tu te doutais que tu étais enceinte? Alors, je m'en doutais, j'ai eu quelques petits symptômes au début Mhm. qui m'ont très vite rappelé la grossesse de Louis. Mhm. Donc, j'ai compris rapidement. Donc, j'ai fait le test forcément qui était positif. Bon, là, je me dis, comment c'est possible? Ah oui, j'imagine la surprise là, ouais. C'est ça, voilà. Comment c'est possible avec l'adénomiose? Enfin, pour moi, c'était loin d'être gagné. Vraiment loin d'être gagné. Et t'es heureuse de voir cette deuxième barre? Carrément. Ouais. Carrément. Et puis bon, je reste quand même sur la réserve parce que j'ai toujours cette petite voix que j'entends qui me dit, ça peut, voilà, il y a quand même des risques de fausse couche. Faut être prudent. Ouais, 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 tu le dis à Louis, j'imagine? C'est ça, Ouais, exactement. il doit être J'ai heureux la aussi. non, donc bon, il est tout aussi surpris que moi. De suite, il me dit, mais tu te souviens ce qu'avait dit la spécialiste? Bah ouais, tu Ah oui, m'étonnes. on en refera le point, mais oui, oui. Donc, grande surprise. Et puis après, bon, les choses se sont un petit peu compliquées. Donc j'ai fait le test urinaire et puis ensuite je me suis rendue au labo Mhm. pour faire la prise de sang. Et puis 2 jours plus tard, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Et en fait, donc les taux sont très bons, sont même D'accord. très élevés, mais à l'image, il y a pas de bébé. Ok, waouh. Il n'y a pas de bébé. Donc là, elle m'explique que c'est quand même très bizarre parce que les taux sont très hauts et que avec ce taux-là, on aurait dû avoir quelque chose à l'image. Ok. Donc bon, elle me fait revenir 2 jours plus tard avec une nouvelle prise de sang. Donc les taux évoluent, mais l'image n'y est toujours pas. Non, mais c'est fou ça. Voilà. Donc bon, là, elle commence à m'expliquer que c'est particulièrement inquiétant, qu'il y a peut-être une grossesse extra-utérine, Ok. mais que pour l'instant, elle ne la voit pas. Donc, Bon. elle me laisse une semaine de plus. Hmm.
Une semaine, on refait le point, donc les taux ont explosé, et puis bon, ben, finalement, il y a bien quelque chose d'allégrant, il y a bien une poche, une toute petite poche, mais elle y est. D'accord. Elle y est, elle me dit, alors elle est très petite par rapport toujours à ce taux, euh, mais, euh, mais voilà, il y a de la vie là où il devrait y en avoir. Waouh. Ok, Donc on donc reste, soulagement. c'est ça. Donc les débuts un peu compliqués, un peu dans l'incertitude. Et puis, on se revoit 15 jours plus tard. Non, je refais deux ou trois échos de contrôle, en fait, pour vérifier que ça évolue correctement. Et puis, je crois que c'est oui, fin juin, Louis c'est en déplacement à Lyon pour la semaine. J'ai une échographie de contrôle, donc j'y vais toute seule. Plutôt pas inquiète parce que voilà, les précédentes échographies étaient plutôt rassurantes. Et puis, donc, je m'installe. Elle me fait l'écho et puis je tourne la tête vers l'écran. Et là, en fait, je vois. Ah, J'ai tu vu, captes tout de suite. j'ai vu qu'il n'y avait pas qu'une seule poche. Ouais. J'ai vu qu'il y avait deux poches. Donc, bon, je me tourne. Et puis là, en fait, je me refais le schéma. Je me dis, mais oui, mais comment t'as pas eu pensé qu'il pouvait y avoir des jumeaux? Et oui, les taux élevés ne t'ont pas alerté. Alors, les taux élevés m'ont pas alerté. Et puis surtout, pour moi, j'avais pas eu de jumeaux pour la première Ouais. grossesse. Donc, il n'y avait pas de sujet pour la seconde grossesse. Ok. Alors que, bon, voilà, ma maman est quand même jumelle avec sa Ah, sœur. Donc, il y a des gènes dans la famille. Et puis là, ça va très vite. Je me dis, mais oui, mais pourquoi tu n'y as pas pensé? Enfin, ça aurait dû te... ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc là, le gynéco, pour l'instant, marque un temps de silence. Et il me dit, bon, ben, Madame Sénac, vous avez vu, hein? Je lui dis, oui, oui. Bien vu, merci. J'ai vu. J'ai vu, voilà. Donc, il m'explique qu'il y a deux poches, qu'il y a bien deux bébés, qu'il y a bien deux cœurs. Et que ben, c'est ce qui explique que les taux étaient très élevés et qu'on ne voyait pas forcément d'image à l'écran au tout début. D'accord, ok. Voilà. Comment tu te sens là, suite à cette nouvelle? Alors là, c'est la panique. Hmm, Là, c'est la panique parce que c'est une seconde grossesse, que je m'étais quand même fait à l'idée qu'on aurait que deux enfants chacun. ouais, bien sûr. Et puis, je viens de passer presque 3 semaines, un peu dans le doute, à savoir si vraiment on va pouvoir mener cette grossesse à terme. Et puis là, on m'annonce qu'il y a deux bébés. Donc, je sors du rendez-vous, j'appelle Louis et puis bon, il peut pas trop parler. Je lui dis rappelle-moi, c'est urgent. Et puis je lui dis bon, écoute, tout va bien, mais il y a deux bébés. Il me dit non, non, mais allez, c'est bon, les blagues, c'est plus drôle. Il croit vraiment à une blague. Oh là là. Il croit vraiment à une blague et puis je lui dis bon, non, non, c'est pas une blague. Si tu veux, appelle le médecin. C'est pas une blague. Comment il réagit? Donc, c'est la grande surprise. Après, on a passé une petite période de quelques jours un peu tous les deux dans le doute. Hmm, Dans le doute et puis de se dire, bon, ben, et maintenant? mais oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est plus qu'un seul bébé et c'est une toute autre organisation. Et puis, c'est quelque chose qu'on connaît pas aussi. C'est un sujet qu'on connaît pas ou peu ou de loin. Moi, enfin, je l'ai connu parce que ma mère est jumelle, mais je connais que le lien qu'elles ont entre elles. Je connais pas tout ce qui tourne autour. Et oui, ouais, ouais, bien sûr, là, c'était un sacré changement dans vos vies, quoi. C'est ça, exactement. Bon, et finalement, vous décidez quand même de poursuivre cette grossesse ou vous dites, Oui. allez, go, on y va, on va y arriver? C'est ça. En fait, la question s'est pas posée. Hmm, La question s'est pas posée. On a marqué un petit temps de silence sur quelques jours et puis ensuite on s'est dit, allez, c'est le destin, on y va. ouais, On y va. Donc voilà, nous voilà lancés dans les 3 premiers mois de cette grossesse gémellaire qui se passe plutôt bien. Bon, je suis très fatiguée, mais j'imagine. T'es ça se passe malade? un petit peu. Un petit peu. J'ai quelques nausées, enfin des maux de grossesse habituels. Ouais, ok. Et Voilà. alors, le reste de la grossesse, comment se passe-t-il? Est-ce que tout évolue correctement? Alors ça va bien jusqu'au 5e mois, pardon. Jusqu'au 5e mois et à partir du 5e mois, j'ai quelques périodes d'hypotension. Donc je fais des malaises plutôt de façon récurrente. Donc
Bon, voilà, je suis fatiguée, je m'organise un peu autour de ça, mais globalement, ça se passe bien. Et ça se déroule comme ça à peu près oui, sixième mois, à la fin du sixième mois. Et puis après, on arrive vite au mois de décembre, et c'est au mois de décembre que les choses commencent à se compliquer. Ouais, donc au mois de décembre, tu es à combien de mois de Je grossesse? suis à 7 mois. OK, ouais, et avec un terme qui était prévu quoi, en février? Oui, c'est ça, Ouais. mi-février. OK, d'accord. Et Ouais. donc qu'est-ce qui se passe justement là, en décembre? Alors en décembre, bah, le 31 décembre, j'ai des violents maux de tête. J'ai la vision qui se trouble, les pieds très gonflés, les chevilles très gonflées. Donc j'explique à Louis que c'est un peu, je sais pas, j'ai jamais connu ça, donc ça me paraît un peu bizarre. Et puis il me dit, écoute, dans le doute, on va aller consulter. Donc je suis admise à l'hôpital à Toulouse, et voilà, je fais tous les contrôles, le monito est bon. Effectivement, j'ai une tension qui est un peu haute, mais c'est quand même plutôt raisonnable. Mmh. Donc, je ressors de là avec un contrôle monito et tension tous les 2 jours à la maison. OK, bon. Donc ça, on saura plus tard que c'était la première, on va dire la première alerte. Ouais. Voilà. Donc suite à ça, bon, mais le réveillon, etc. Et le 3 janvier, alors que j'ai un contrôle tout à fait banal avec ma sage-femme, de nouveau une tension très très haute. Mmh. Euh, une tension très haute. Donc là, elle m'explique que la tension n'est pas bonne, que ma prise de sang n'est pas bonne non plus. Et donc elle met pour la première fois le mot prééclampsie sur tous ces symptômes. Et oui. Donc je suis hospitalisée. Et voilà, là on m'explique clairement que si la tension baisse pas, je serai hospitalisée jusqu'à l'accouchement. Donc Et là, oui, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, de la prééclampsie? vraiment très vaguement. Ouais, Très vaguement, je savais à peine ce que c'était. Donc heureusement, ce jour-là, on m'explique ce que ouais. c'est. Donc je prends conscience quand même que bah, ça peut être très grave. Tu peux nous dire en quelques mots justement peut-être ce qu'on t'a dit là, là où on Là, t'en en fait, on m'explique que ma tension est très haute, que j'ai des protéines dans les urines, et que bah, le risque, le risque se porte sur les bébés et sur la maman lors de l'accouchement. Et que le seul moyen de mettre fin à cette prééclampsie, c'est d'accoucher. voilà, donc si on est à terme, on va dire que ça peut être moindre mal, si c'est bien pris en charge, mais c'est vrai que quand c'est trop tôt dans la grossesse, ça peut être assez dramatique. Exactement. Oui, d'accord, donc là, tu es sur haute surveillance. Exactement, c'est ça. Donc là, j'ai des prises de tension matin, midi et soir, un monito tous les 2 jours. Mmh. Et puis, bon, ben, contre toute attente, au bout d'une semaine, la tension se rétablit, D'accord. les protéines également. Donc, je suis de retour à la maison, toujours quand même sous haute surveillance, hein, avec une sage-femme qui passe tous les jours à la maison. Ah ouais. Voilà, donc là, on est presque mi-janvier. Et le 11 janvier, j'ai le dernier rendez-vous gynéco avant le terme. Mmh. Donc là, je me sens vraiment hyper bien. J'ai plus aucun symptôme lié à cette prééclampsie. Et puis, bon, ben, visiblement, je me trompe complètement parce que là, j'ai de nouveau une tension très haute. Ah. Voilà. Et bon, ben, finalement, je suis hospitalisée jusqu'à l'accouchement à partir de ce moment-là. Mmh. Donc là, on est le 11 janvier, il doit être aux alentours de 15 heures. Je suis hospitalisée, donc là, je m'effondre, hein, clairement, je m'effondre parce que dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Louis. Mmh. Et parce qu'en fait, je me dis que je vais rester là jusqu'à la fin. Et pour moi, la fin, c'est mi-février. Oui, donc c'est vrai que ça peut paraître très long d'un C'est coup, ça. passer un mois à attendre, sans être chez toi. Oui, je comprends. Exactement. Donc, bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mmh. Je finis par accepter bon, ben, que les choses sont ainsi et que pour le bien-être de tout le monde, je dois rester hospitalisée. J'ai quand même la permission de rentrer chez moi.
D'accord. récupérer des affaires, finir de préparer ma valise, organiser la garde de Louis, etc. Et ouais. Donc, bon, voilà, ça se fait en fin de journée. Et puis, on est de retour à l'hôpital aux alentours de 20 heures. Et Louis me dit, bon, écoute, je te ramène dans la chambre, je vais chercher à manger et puis je reviens. Comme ça, on mange ensemble et puis ensuite, tu te reposes. Donc, il part chercher à manger et puis, je sais pas, je sens mon corps un peu différent de d'habitude. J'ai toujours les pieds très gonflés, les jambes très gonflées, les mains très gonflées. J'ai mal à la tête, mais là, j'ai le corps qui tremble, les mains qui commencent à trembler. Donc, j'essaye un peu de souffler, de me canaliser, de me dire que voilà, c'est peut-être juste un petit coup de stress. Et puis vraiment, je sens que ça monte en intensité. Et Louis arrive à ce moment-là, il me trouve complètement tremblante dans la chambre. Impossible de parler, j'arrive pas à lui expliquer ce qui se passe. Et puis je lui dis, j'ai mal sur le côté droit, au niveau de l'estomac. Je suis pas bien, quoi. Et puis, bon, vraiment, je tremble de plus en plus fort. Il appelle, du coup, les infirmières et en fait, là, en moins de 3 minutes, j'ai le médecin qui monte dans la chambre et puis, ben, on m'explique que je suis en train de convulser et que c'est la prééclampsie qui refait surface, qui est là. Et que donc on descend alors c'est pas le bloc mais c'est le j'ai oublié le nom. C'est la salle d'accouchement, non? Non du tout, c'est la en salle de réveil, c'est ce Ah qu'ils oui, appellent salle de d'accord. réveil. Voilà, on Ok. descend en salle de réveil. Donc là, bon, mais je descends toute seule. Louis me laisse avec les membres de l'équipe médicale. Et tout va très vite. En fait, là, ça commence, Ouais. ça va très très vite. J'ai énormément de personnes autour de moi. J'arrive dans cette salle de réveil. Donc, je comprends que je suis attendue. Et puis, on me dit, voilà, on a 10 minutes. Si dans 10 minutes, les convulsions se sont pas calmées et la tension n'est pas redescendue, on part au bloc. Oh, Donc bon là je suis toute seule dans cette salle c'est hyper moi ça fait partie du premier trauma de cet accouchement tu m'étonnes. de me dire bon ben en fait j'ai 10 minutes pour gérer quelque chose dont je ne suis plus maître en fait c'est mon corps qui réagit et il faut que les choses se fassent. Donc forcément bon en 10 minutes les choses n'évoluent pas positivement et puis donc ben, je pars au bloc. Louis me rejoint. Et là, bon, ben forcément, c'est une grossesse gémellaire, donc il y a énormément de monde. J'imagine. Il y a le contexte de la prééclampsie, donc je pense que ça rajoute aussi du personnel. Et puis, bon, mais là, c'est hyper surprenant. Moi, j'ai été hyper surprise de tous ces médecins, ces infirmières, ces sages-femmes qui nous attendent, en fait, qui attendent une personne comme ça, comme moi. Oui, qui va mal, qui a besoin d'être prise en charge direct, quoi. C'est ça, exactement. Et puis chaque personne sait ce qu'il a à faire, à quel moment, c'est hyper fluide. Il y a quelques mots qui sont échangés comme ça, mais vraiment tout est hyper fluide. Donc bon là, c'est hyper traumatisant parce que j'essaye de comprendre qu'en fait je vais accoucher maintenant, alors qu'il y a 3 heures, j'étais en simple contrôle de routine de cette grossesse. Ouais, là, c'est pour le cerveau, c'est C'est assez ça. sensible, quoi. Le cerveau, il a très peu de temps pour assimiler et puis surtout que je vais donner naissance à mes filles par césarienne. Et oui, ça pour toi, c'était compliqué? Je l'avais pas forcément envisagé. Hmm. Je l'avais en tête, on me l'avait voilà, on m'avait expliqué que ça pouvait se terminer comme ça, mais bon, moi, quand je vais à ce rendez-vous de contrôle, je me dis pas que le soir je vais accoucher en urgence par césarienne. Bah oui, et puis en plus, assez tôt quand même dans la grossesse, enfin, là, c'est quand même Exactement, beaucoup de stress. Toi aussi, t'es mal, donc c'est ouais, ça. c'est beaucoup, quoi. Donc voilà, donc bon, ben, toute l'installation en salle de césarienne. Louis Heureusement, peut rester avec toi, oui, heureusement, Louis, c'est là. bien Il a sûr. été d'un soutien, mais sans faille. Je pense que vraiment, il a contribué à ce que les choses se passent au mieux, même si ça a été Hmm.
un peu chaotique, mais vraiment, il a été d'un soutien sans faille. Il m'a parlé tout au long et je pense qu'il était vraiment inquiet parce que même pour lui, ça va vite en fait, ça va vite. Et puis je pense que pour un papa, ils sont encore moins informés sur tout ça. Et donc là, il apprend plein de mots en même temps que... Donc, euh, donc voilà, heureusement il est là. Et puis donc Camilla née la première, elle naît à 22h10. Elle pousse un tout petit cri, mais vraiment tout petit. Voilà, je la vois quelques secondes et puis elle part très vite en réanimation. D'accord. Eva la suit d'une ou 2 minutes. Pareil, un tout petit cri et puis elle part, elle, de son côté, en néonate. D'accord. Et puis, donc moi, je pense que les choses s'arrêtent là. Et en fait, je sens mon corps se vider, en fait, se vider. Et j'explique à Louis, je lui dis, Louis, dis-leur que je vais mourir, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je vais mourir, dis-leur. Et à ce moment-là, en fait, vraiment, j'ai la sensation que je vais mourir. Tu te sens partir? Je me sens partir. Je me sens partir, j'ai froid, et puis vraiment, comme si mon corps se vide de son sang. Et puis, donc, Louis l'explique à la sage-femme qui est à mes côtés. Et elle lui explique que effectivement, je suis en train de faire une hémorragie, mais qu'ils sont en train de me transfuser et que ça va aller. Donc moi, j'entends tout ça. J'entends, je me dis, bon, ben, elles sont nées, mais enfin, ça va pas du tout. Moi, je me sens pas bien du tout. Elles sont où? Il y a tellement, tellement d'émotions qui se mélangent à ce moment-là. En plus de l'état de santé, c'est hyper compliqué à gérer. Donc Louis se garde vraiment un sang-froid, mais redoutable. Euh, j'entends dans le plus grand des silences, j'entends juste, je pense, un médecin me dire code orange. Et là, je me souviens d'une copine qui a travaillé au bloc, au bloc naissance dans ce même hôpital et qui m'avait expliqué les différents codes en fonction des naissances, donc le code orange, le code rouge. Et moi, j'entends code orange, donc je comprends que c'est grave. Je comprends que c'est grave et qu'il faut que les choses aillent vite et qu'en fait, finalement, ce que je ressens, c'est vraiment ce qu'il est en train de se passer. Eh oui, bien sûr. Donc là, c'est là qu'intervient la deuxième partie, je pense, du trauma lié à cette naissance et cette peur de mourir, en fait. De mourir là, à l'instant T, alors que Camilla et Eva viennent de naître, finalement. Ah ouais, là, ça doit être des sentiments tellement ambivalents. Tu viens de donner naissance, mais en même temps, tu crois que tu vas mourir. Enfin, c'est horrible. C'est ça, c'est horrible. C'est horrible, et puis de pas comprendre aussi, finalement, ce qui se passe. Bon. Donc, bon, finalement, ça se finit plutôt bien. Je passe 6 heures en salle de réveil. D'accord. Donc, moi, de mon côté, toute seule. Camilla est en réanimation, toute seule aussi. Et Eva, elle, est en service néonat. Comment elles vont du coup? Qu'est-ce qu'on te donne comme information là à ton réveil? Alors là, moi, j'ai très peu d'informations, je sais pas. J'ai aucune idée de comment elles vont. J'ai mis énormément quand même de temps à me remettre et du coup à pouvoir parler par message avec Louise, qui n'avait pas du tout accès à la salle de réveil dans laquelle j'étais. Donc il m'explique qu'elles vont bien, enfin vraiment il me rassure et puis il m'explique que lui du coup il va un coup avec Camilla, passer 1 heure, il va passer 1 heure avec Eva. Enfin voilà, vraiment, il est entre les trois services pour être à nos côtés au mieux. Au Quel mieux pour... stress aussi pour lui là, de voir Exactement. ses filles, sa femme. Là là, c'est quelque C'est très chose. Ouais. dur. Ouais. C'est très dur et c'est vrai que je pense que ça aussi, c'est compliqué pour un papa d'avoir ses enfants d'un côté et puis la maman de l'autre. Ouais, bien sûr.
Mais les filles vont plutôt bien, voilà, elles évoluent bien. Et puis Eva sort la première du service néonat pour me rejoindre en chambre au bout de 12 heures. Ok. Et Camilla nous rejoint quelques heures après, dans la nuit. Ok. Alors au niveau du poids, tout ça, comment elles vont? Eva pèse 1,9 kg Ok. à la naissance, Camilla 2,4 kg. Et étrangement, bah, c'est Camilla qui a le plus de mal. Ah, Voilà, comme quoi. ouais. Le poids ne fait pas tout finalement. Exactement, Et c'est ouais. ça. Ok. Mais voilà, elles ont quand même, ça a été des vraies guerrières et elles arrivent très rapidement en chambre pour qu'on soit tous les quatre dans notre cocon et que Bien démarre sûr. cette nouvelle vie à quatre. Et alors, comment tu réagis là quand tu découvres tes filles? J'imagine que toi, tu dois être déjà affaiblie évidemment personnellement. Est-ce que tu arrives quand même à te laisser submerger par l'émotion de les rencontrer pour de vrai là cette fois-ci? Alors, moi, je suis toujours sous le choc, en fait. Mmh. Sous Ouais. le choc, bon, au niveau de mon corps, j'ai des douleurs, je souffre. Et puis, là, je suis plutôt en mode, bon, il faut que je sois là pour elles. Elles ont besoin de moi, elles sont toutes petites, elles ont besoin de moi et il faut vraiment que je les aide. Vraiment, moi, ce que je ressens, on verra plus tard. Et ouais, tu te mets carrément au C'est ça. dernier plan, quoi. Ouais. Voilà. Là, la priorité, c'est elle. La priorité, Mmh. c'est qu'elle prenne du poids, c'est que voilà, qu'elle puisse respirer toute seule, qu'elles aient plus besoin de voilà tous les scopes, etc. Enfin, elles sont reliées par tous les membres à des dizaines d'écrans. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on sorte de cet état-là au plus vite. Donc ben, je me passe en mode guerrière et on y va. C'est dingue, hein, ce que les mères sont capables de faire. Alors tu viens de te faire opérer en urgence, tu as accouché, tu as fait une Mm. hémorragie et à peine, revenue en chambre, tu es déjà en mode, c'est mes filles avant tout, quoi. C'est ça. C'est quand même dingue, hein. Ouais, ouais, carrément un peu. Après, je pense que c'est dans le. Mmh. On est programmé comme ça. C'est ça. Ouais, mais bon, ça donne le prix après, ouais, c'est quelque chose et Mm. combien de temps vous restez à la maternité? On est resté 10 jours. OK, ça va, hein? Oui, ça a été Ouais. 10 jours, voilà, pendant lesquels on a été focus sur les filles, sur Eva, sur Camilla, sur leur prise de poids. Mmh. J'ai essayé de les allaiter, ça a été très compliqué. Et puis au bout de quelques jours, j'ai renoncé à cet allaitement et pourtant j'étais convaincue de vouloir le faire, d'y arriver. Et finalement, ça a fait partie des choses que j'ai aussi mis de côté pour prioriser, en fait. D'accord. La priorité, c'était qu'elle prenne du poids, qu'elle mange. Et là, elle savait tout juste téter. Moi, j'avais pas eu de montée de lait. Donc voilà, vraiment, c'était compliqué. L'allaitement était très compliqué. Et puis, donc j'ai fait le choix de le laisser de côté pour qu'elles prennent le biberon. Et voilà, dès qu'elles ont eu pris le biberon, le poids a suivi. Et oui, c'était plus facile pour elle de manger C'est comme ça. ça. Après, elles étaient complémentées avec la sonde, hein. Elles ont été complémentées pendant une semaine. D'accord. Mais voilà, ça a quand même contribué au fait que ça aille relativement vite. Et oui, bien sûr, j'imagine, ouais. C'est ça. Bon et le retour à la maison alors, Louis, il a rencontré ses petites sœurs, Oui, le fils de Louis exactement. aussi, ouais. Donc bon, ben, révélation, hein, je pense que lui, il les attendait. Alors, pas si tôt, forcément. Pas si tôt, mais il les attendait de pied ferme. Et puis ben là, c'est tout un chamboulement dans la vie de chacun, hein, dans Bien la vie de sûr. Louis. C'est tout le monde qui apprend à se réorganiser autour de deux bébés. Ouais. C'est les Comment ça premiers. s'est passé justement? Alors, les premiers temps ont été plutôt fluides. Mmh. Parce que pareil, je pense qu'on est toujours dans le feu de l'action et on n'a pas le temps encore de se poser sur ce qui s'est passé. Donc c'est plutôt fluide. Voilà, on se cale sur le rythme, les biberons, les couches, enfin voilà, les dodos.
Donc jusque-là, ça va. Et puis vient le moment où les choses se tassent un petit peu. Et en fait, on prend du recul sur ce qui s'est vraiment passé. Et là, pour moi, c'est très, très compliqué. Parce qu'en fait, je comprends que ce qui s'est passé aurait pu être dramatique finalement. Que j'avais pas connaissance de tout ça. Que j'aurais aimé savoir davantage de choses. Que j'aurais aimé être un petit peu plus informée. Et puis aussi, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est la sensation de ne pas avoir accouché. Ah, Voilà. ouais, Tous les ça jours, je me c'est. lève en me disant, mes filles sont là, Mhm. mais pourtant, au fond de moi, j'ai l'impression qu'elles sont encore dans mon ventre. Et ouais, ton cerveau n'a pas assimilé le fait que tu avais accouché et qu'elles étaient sorties de ton corps. C'est ça. Et ouais, donc là, ouais, c'est dur après de comprendre. C'est ça. Et là, c'est dur. Cette Mmh. période-là, elle est très compliquée parce que finalement, c'est ça, en fait, quand il y a un accouchement physiologique, le cerveau a le temps d'assimiler et là, pas du tout. Et ouais, ça allait trop vite. Pas du tout. Et puis, non, et puis cette peur que j'ai eue aussi de les laisser tous, finalement, elle me hante. Et ouais, la Elle peur me de mourir. hante et je vis avec au quotidien. J'ai peur pour elle en permanence. J'ai Est-ce que peur tu, de... tu fais de l'hypervigilance, tu penses, à vraiment avoir peur de tout, Oui, anticiper le pire, ouais. oui, toujours. Toujours. Et j'ai cette sensation que moi seule peux subvenir à leurs besoins. Et oui. Et ça, c'est compliqué. Ouais, ça doit être très, très fatigant, j'imagine, et éreintant, au quotidien, hein, cette charge-là. Ah, exactement. C'est une charge finalement qu'on n'a pas forcément tout le temps, mais moi, je la ressens au quotidien. Je suis persuadée au fond de moi que je suis seule à pouvoir subvenir à leurs besoins et qu'il n'y a qu'avec moi qu'elles iront bien, alors que c'est totalement faux. Mais ce Ouais, que j'ai vécu me fait penser ça. bien sûr. Ça se matérialise, comment, par exemple? Est-ce que tu avais peut-être du mal à les laisser se faire porter par d'autres, à les faire garder, j'imagine? Alors, les faire garder, évidemment. Rien que moi, m'absenter quelques instants et les laisser à Louis, alors que j'ai une confiance aveugle en lui, c'est compliqué. Mmh. Dès que je m'en éloigne ou que je quitte la maison, très vite, elle me manque. Enfin voilà, je ressens, je me sens vide sans elle, finalement. Et puis, j'ai peur pour elle. J'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle manque de quelque chose. Alors que Louis s'en occupe parfaitement bien, il n'y a pas de débat là-dessus, mais voilà, c'est plus fort que moi finalement. Mais oui, ouais, je comprends. Est-ce que tu as pu en parler à quelqu'un, à une professionnelle de santé, à des amis peut-être, des personnes clés comme ça qui ont pu te réconforter, te rassurer, t'aiguiller? Oui, oui, oui. Ouais. Heureusement, j'ai été bon, déjà très, très entourée par mes amis les plus proches, par les marraines des filles notamment, par ma sœur, par ma cousine. Enfin, voilà, vraiment des personnes qui ont joué un rôle clé dans cette période-là de ma vie. Et effectivement, j'en ai parlé à un psychologue. J'ai pu mettre des mots sur ce qui s'était passé. Et finalement, à la fin de quelques séances, c'est elle qui a mis les mots sur voilà, la peur de mourir, sur la peur de laisser tout ce petit monde et d'expliquer pourquoi je ressentais ça. Et ça a contribué au fait que ça aille mieux, que les choses s'apaisent et surtout voilà, à reprendre confiance en moi, en elle aussi, et puis à accepter que finalement ça faisait partie de notre histoire et que tout irait bien finalement, mais dans ces conditions-là, avec cette histoire-là, Ouais, et ça, tu as du mal à l'accepter, à le digérer? complètement. Ouais. Est-ce que tu as eu du mal à raconter ton accouchement, à en parler peut-être? Est-ce que les larmes, venaient facilement? Oui, alors Ouais. aujourd'hui j'arrive à en parler, vraiment c'est très fluide et je suis beaucoup moins affectée par l'émotion. Mmh. Les 10 premiers mois ça a été très compliqué. Ouais, oui, j'imagine. D'en parler, voilà, je pleurais régulièrement, j'ai eu du mal à regarder les photos, les premières Ah ouais. photos en réanimation, pour moi c'est très douloureux de les regarder
Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le bilan, il est de se dire que ça fait partie de notre histoire, de leur histoire, et que finalement, tout va bien après tout ça. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être, dire à une maman, qui est en train de vivre ça, à la Anaïs là d'il y a quelques mois, qui était, un peu perdue, déboussolée? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire peut-être pour lui montrer que finalement ça peut aller mieux? Très bonne question. Très bonne question. Non, j'aurais envie de lui dire tout simplement que ben, qu'elle n'est pas seule déjà, qu'il faut oser parler, qu'il faut oser dire ce qu'on ressent, même mettre des mots qui peuvent être parfois compliqués à entendre. Il faut oser le dire et aujourd'hui on a la chance d'être entouré de tellement de personnes qui sont informées, qui peuvent être riches d'informations à nous donner et de conseils. Et vraiment moi, mon conseil, c'est parler. Parler, 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 oser dire ce qu'on cache au fond de nous. Et puis aussi, en fait, c'est, alors pas se faire passer avant, mais Prioriser, enfin penser à soi quand même? c'est ça, penser à soi, en fait. Penser à soi, penser aux enfants, oui, mais penser à soi, parce que si nous, on va bien, les enfants vont bien. Et oui. Et dans le sens contraire, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vrai que beaucoup de mères ont du mal à le faire et d'autant plus quand on vit des expériences comme la tienne et du coup, forcément, à un moment, la maman tient, tient, tient et à un moment, elle lâche et après, c'est toute la famille malheureusement qui en pâtit donc penser à soi, c'est un vrai conseil, je pense, ouais. Complètement. Complètement. Et Louise, comment ça s'est passé là entre vous? Ça a renforcé, j'imagine, votre relation de vivre tout ça? Alors, ça l'a renforcé sur Ouais. beaucoup de points, mais ça Mmh. l'a aussi par moments fragilisé. Et oui. Mais parce qu'on n'est pas prêt à vivre tout ça, parce qu'on est, voilà, on ne s'est pas imaginé ce cas de figure-là. Et puis parce qu'on avance un peu à tâtons, à l'aveugle, et chacun donne le meilleur de soi-même avec la fatigue, et puis Mmh. on fait comme on peut. On fait comme on peut, mais aujourd'hui, avec 19 mois de recul, ça a été une véritable épreuve, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de positifs. Et c'est une belle aventure, je pense, qui nous attend. Et voilà, une grossesse gémellaire, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Le lien qu'ont Eva et Camilla est quelque chose de très fort. Et je pense on a beaucoup, beaucoup à apprendre encore sur la gémellité. Ouais, bien sûr et puis je pense que dans ton cas, là, le temps va aussi refaire, son travail. Exactement. Voilà, comme tu le dis, tu en as parlé, tout ça, donc je pense que ça, c'est aussi important de pas garder pour soi, d'extérioriser et voilà, petit à petit, la lumière va revenir et vous allez avoir, j'espère en tout cas, beaucoup, beaucoup de moments de joie, en famille, dans cette belle et grande famille recomposée, quoi. Eh bien, j'en suis sûre. Moi, j'en suis Ouais, persuadée. ouais, tu as bien raison. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Anaïs. Merci d'avoir, osé te confier. Merci d'être revenue sur, ces périodes de vie qui, voilà, je sais, ne sont pas forcément, faciles à aborder. Mais merci d'avoir eu le courage de le faire parce que, je sais que ça va aider beaucoup de mamans qui vont t'écouter, donc merci pour elle. Merci à toi surtout. Un immense merci à notre jolie Anaïs d'être venue se confier sur ce parcours dur et poignant. Si vous êtes dans la même situation, parlez-en et essayez de trouver des personnes ressources autour de vous pour vous aider et pour vous accompagner. Non, ce n'est pas normal de pleurer en racontant son accouchement. Non, ce n'est pas normal de vivre dans la peur en permanence. Alors si c'est votre cas, vraiment, faites-vous aider pour mieux vous relever. En attendant, on se retrouve sur le site de Super Mama pour suivre toute l'actualité ou encore sur le compte Insta. Vous verrez, on rigole bien, on échange et on se donne tout plein de conseils pour s'aider les unes les autres. Allez, moi je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et puis bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, I made a fool out of me.